Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui on est toujours à Grenoble et on est en présence de Maka cette fois-ci. Salut Maka. Salut. Traditionnellement, je demande à ce que l'on se présente. Je te laisse faire. Eh bien, je m'appelle Maka, je vis à Toulouse, je m'investis dans le milieu du swing depuis maintenant 4 ans, sous différentes casquettes, comme danseur, comme prof, comme musicien, comme DJ et aussi comme organisateur d'événements. Et également aussi, je m'investis pas mal en ce moment dans tout l'aspect pédagogie et transmission par rapport à la musique et la musicalité. Ouais, c'est royal. Blabla Swing a pour but d'aller parler aux personnes qui ont la casquette soit danseur, soit organisateur, soit musicien et qui parfois cumulent. Toi, t'as le package, quoi. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Bien sûr, ce qui m'intéresse aussi particulièrement avec toi, c'est ta manière de parler de front de certains éléments de la scène swing que d'autres n'osent pas forcément évoquer. Et j'aime beaucoup la manière directe que tu as de poser les choses avec bienveillance et tout ça, mais au moins notamment je pense à ta page Facebook Monkey Business, où là tu as un espace qui te permet vraiment d'exprimer des questions, des problématiques qui sont vraiment intéressantes. On aura l'occasion d'en reparler. On va remonter un petit peu, on va faire un retour dans le passé. Et d'où c'est parti tout ça, toi, ton coup de cœur du swing, il est apparu où et quand et comment et avec qui, et est-ce que ta maman était d'accord? Ma maman était d'accord parce qu'en fait elle est danseuse de zouk et donc le fait que je me suis mis à la danse c'était une très grande fierté pour elle, du coup enfin son fils accède à ça. Yeah. Et sinon non, c'est arrivé il y a un peu plus de 5 ans je crois, du coup à Tours, et je pense que je fais partie de cette masse de leaders qui ont été forcés par des followers à se mettre à la danse. Moi je n'étais pas du tout intéressé par ce truc là à la base et je trouvais ça ringard. Et donc je me suis mis quand même sur un cours d'initiation, et puis finalement j'ai trouvé ça cool. Et puis j'ai continué à m'investir là-dedans. Un de mes moteurs en tout cas pour vraiment m'investir dans l'aspect musical, ça a été la haine, parce que du coup j'aimais pas du tout ce que mon prof faisait à l'époque. D'ailleurs s'il m'écoute, salut. Et donc voilà, donc je me suis dit mais en fait j'ai pas du tout envie de danser là-dessus. Et donc j'ai commencé après à m'intéresser davantage au répertoire, et puis après à finir par le jouer, quoi. Donc ouais, voilà. petit à petit, naturellement, ça t'est venu... Alors, tu jouais quand même de la basse avant, hein? Je faisais déjà de la musique avant, mais je faisais pas du tout du jazz et pas du tout du Ouais. swing. J'ai vraiment appris en fait ce style-là en apprenant la danse, quoi. Du coup, j'étais pas jazzeux avant, quoi. Ouais, et le transfert, il s'est fait d'abord la danse, donc amené par des follow qui te harcelaient, hein, littéralement, pour que tu ailles sur le dance floor. Et suite à ça, tu t'es dit, non mais attends, faut que j'en joue, quoi. C'est comme ça que ça s'est... Ouais, ça me paraissait assez cohérent, du coup. Finalement, c'était un style que j'écoutais de plus en plus, et j'avais envie de le comprendre davantage, et donc pour ça, en fait, la meilleure manière, c'est de le jouer, quoi. Donc ouais, du coup, j'ai commencé... j'étais bassiste électrique à l'époque. Du coup, je me suis ensuite acheté une contrebasse. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être un Pokémon qui venait d'évoluer, du coup. Et donc voilà, et j'ai commencé après vraiment à m'investir là-dedans, ouais, à la contre. Et après, je me suis mis à continuer à découvrir ce style-là musicalement, avec différents instruments. Je suis passé par la batterie pendant un certain temps avec un groupe. Et puis là, plus récemment, je me suis pas mal mis au banjo et au trombone. Ouais, t'as vraiment diversifié, quoi. Donc ouais, voilà. Du coup, c'est des instruments très différents, mais du coup, c'est bien parce que ça me permet d'avoir une approche assez plurielle et assez large du rôle, de l'importance de chacun, et du coup de pouvoir transmettre ça aussi, parce que j'ai on va dire un peu d'empathie avec chaque corps instrumental, quoi. Ouais. Et du coup, alors, j'ai bien entendu, hein, ça fait que 5 ans. Tu me dégoûtes, là. Bah non, faut pas, merde. c'est juste une question d'investissement, en fait, tout le monde peut faire ça, je pense vraiment. Donc c'est juste que j'ai eu l'occasion de pouvoir quitter mon ancien taf et après pouvoir me dire que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc voilà, mais je pense que vraiment c'est à la portée de tout le monde. Donc là, depuis quelques années, tu dédies tout ton temps à la musique et à la danse. Ouais. Et à tous les aspects qu'une scène swing peut revêtir, alors. Ouais. Ah ouais. Pourquoi je fais pas ça? Du coup, après, tu es arrivé sur Toulouse, donc.
Et donc là, tu trouves... Alors à Tours, il y a déjà une scène bien en place aussi. Hein. Qui s'est développée, ouais, du coup. Ouais. Et à Toulouse, la scène est plus ancienne, elle était déjà très développée de partout. Quand tu arrives, comment ça se passe? Comment tu trouves ta place là-dedans? Moi, du coup, j'ai eu l'opportunité, la chance en tout cas, d'être invité à enseigner dans une structure qui se montait, en fait, du coup, qui s'appelle la Candela Swing, avec une danseuse qui s'appelle Anna Rio. Et qui m'a invité du coup à venir donner des cours à elle, parce qu'elle avait envie de développer ce lieu-là et d'y donner des cours. Donc je suis descendu justement à cette occasion, et donc il y avait déjà des structures en tout cas qui étaient déjà implantées depuis des fois 15-20 ans sur place. Et donc ça correspondait en tout cas à un moment où le swing était bien implanté, mais moi de mon point de vue en tout cas c'était encore... on pouvait un peu faire sortir le swing justement des écoles et l'emmener plus dehors, plus dans les bars aussi. Du coup, ça c'est un truc dans lequel je me suis un peu investi aussi, de pouvoir dire, en fait, on a la chance d'avoir des écoles avec genre des lieux de danse qui sont confort en fait, parce que du coup, on a un grand parquet, on a des miroirs, on a une balle sono et tout. Mais c'est bien aussi de lui accrocher peut-être une dimension un peu plus grégaire et populaire, et du coup de se dire en fait on peut aussi danser le swing dans un bar, ne faire que de danse du coup, puis en fait boire des coups avec des potes et donner du coup un autre aspect, parce que du coup quand on s'investit, quand on va à une soirée swing, qu'on se dit vas-y je paye 10 balles, 15 balles des fois ma soirée, et que je danse pas en fait tout mon saoul, des fois on peut se sentir un peu seul quoi, alors que bon du coup si on se dit vas-y je vais avec 10 potes dans un bar et je fais de danse et puis le reste du temps en fait je passe une bonne soirée, c'est cool aussi en fait, et du coup j'étais assez partisan de cet aspect-là, quoi. Donc voilà. Nous, ça nous manque beaucoup sur Aix-en-Provence. On a essayé de développer cet aspect-là, et l'infrastructure de la ville, des bars, ils ne sont pas du tout demandeurs de ça, en fait, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour que leur bar existe. Ouais, okay. Et du coup, pour eux, en fait, au lieu que ce soit une plus-value, c'est plutôt une chienlit, en fait. Okay. Et on a beaucoup de difficultés. Et pour nous aussi, ça paraît essentiel, important d'avoir des moments de vie qui soient... de cet ordre-là, et pas le sempiternel soirée à 10 balles avec les bonbons et l'oasis gratos et en swing, quoi. Et du coup, tu DJs aussi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un des aspects, c'est assez hallucinant quand même de réussir en si peu de temps à développer tous ces aspects d'une vie dédiée au swing. Est-ce qu'il y a un de ces aspects-là que tu kiffes plus que d'autres? Est-ce qu'il y a, si on te disait, là, ils vont tous mourir, t'en choisis qu'un, est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'il y en a un qui ressort, ou en fait, c'est vraiment... Comment tu... moi, je suis content en tout cas d'avoir plusieurs casquettes, en fait. Si je devais être que spécialiste, j'aurais peut-être à terme peur de me lasser, quoi. Donc là, en tout cas, je sais que je peux aller fouiner un peu de chaque côté et trouver pitance à chaque fois, quoi. Après, je pense quand même que plus ça va et plus je suis en train de m'orienter vers le fait de faire un peu plus de musique que de danse, du coup. Pour deux raisons, parce que du coup je continue de comprendre la musique davantage et du coup de m'y investir pas mal. La deuxième raison, elle est un peu plus pragmatique, c'est que en fait, je vois des très bons musiciens qui ont 70 ans, je vois peu de très bons danseurs qui ont 70 ans, en fait. Et donc, si je veux continuer, en tout cas, à pouvoir évoluer, m'épanouir, en tout cas, dans ce milieu-là, je trouve que la musique, c'est, en tout cas, un chemin qui permet de plus perdurer, en tout cas, quoi. Ouais. Donc, parce que le corps prend moins, on fatigue moins, quoi. Du coup, on peut très bien jouer assis, alors que, bon, danser assis... c'est plus compliqué, quoi. Et encore, je suis sûr que tu es capable de le faire. Il y a des shows qui se sont faits, mais ouais. Tu nous sors des cabarets à chaque fois avec Angélique qui sont systématiquement improbables et bien vus. Ouais, c'est vrai que la dimension... On a tendance à perdre de vue cette dimension sportive et physique de la danse, et particulièrement celle du Lindy Hop. Pour avoir commencé un petit peu le Balboa il y a un an... à coup de petits stages par-ci par-là. Un truc tout con, mais au bout d'une heure de Balboa, j'étais tellement content de ne pas transpirer comme un gros cochon, quoi. Je me suis dit, mais c'est cool quand même de sortir d'une heure de pratique en étant à peu près sec, et pas 3 danses, et en fait, il faut que j'aille dehors. Il saurait mon t-shirt. Je vais très bien. C'est un truc de dingue. Après,
pour avoir passé un électrocardiogramme il y a quelques années, le Lindy Hop me fait du bien. Oui, clairement. C'est bon pour le cœur. Clairement. Mais en tout cas, c'est juste que, ouais, dans une logique de si on veut continuer à performer, faire des shows, enseigner, et pareil, continuer à pouvoir se dire, bah, j'ai envie de me former pour être pertinent avec mon public d'élèves ou de spectateurs. Il y a un cap, en tout cas, qui est un peu plus tôt, si on veut, enfin, qui est un peu plus raide, je pense, à franchir quand on est danseur, et qui est beaucoup plus tardif quand t'es musicien, je pense. Donc voilà, donc j'ai kiffe toujours autant danser, et je m'investis toujours là-dedans, mais en tout cas, ouais, pour ces deux raisons, parce que ouais, j'ouvre des portes au fur et à mesure, justement, le fait d'avoir fait plusieurs instruments, ça aide justement à progresser là-dedans, et justement parce que je suis très content d'évoluer dans ce milieu-là, et que je me verrai pas retourner du coup à des choses peut-être plus de l'ordre de la bureaucratie et d'un travail plus sédentaire en tout cas. La musique c'est pas mal aussi, ouais. Et il y avait une conférence il y a la semaine dernière au Lindy Shock, faite par Peter Loggins, qui avait invité Jonathan Stout. Et Jonathan expliquait que pour lui c'était hyper important en tant que survie de musicien. En fait, c'est un des groupes qui tourne le plus, le Jonathan Stout, mais il nous expliquait que ça faisait que depuis février dernier qu'il s'était lancé à plein temps. En fait, il était avocat. Jonathan Stout, avocat, quoi. Et ancien métalleux, enfin ancien hard rocker. Et toi aussi c'est ton cas? Tu viens du rock metal? J'ai écouté Commandment from Mars, je sais que tu es sensible à ce groupe. Tout à fait. Et il expliquait que une des possibilités de survie pour des groupes comme ça, pour des communautés quand même assez réduites, le Lindy Hop, c'est pas une communauté de la salsa, c'est la diversification, quoi. C'est pour ça qu'il disait qu'il avait sorti un album de guitare solo, s'appelait à la fois aux personnes de la scène swing, mais pas que, les mélomanes, les jazzeux et tout ça. Et je pense que c'est aussi ça, t'as bien vu que si on se diversifie pas, il y a la diversification, le frigo se remplit difficilement, quoi. Il y a, après je sais pas comment ça marche aux États-Unis, mais en tout cas en France il y a vraiment le système, enfin le régime en tout cas de l'intermittence qui donne une place aussi particulière au statut d'artiste, et voilà. Tu vis sous ce régime? Ouais. Et pour l'expliquer rapidement, mais en tout cas, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, en gros, il faut un nombre de dates du coup à effectuer dans l'année pour justement avoir avoir accès à ce régime-là en fait de l'assurance chômage. Et qui après du coup te verse une allocation mensuelle en fonction justement du nombre de dates que tu as pu faire et du nombre de revenus liés à cette date. Et donc voilà, en fait, il faut quand même qu'on fasse des dates qui soient déclarées. Et n'en faire que par exemple que dans un seul corps de métier, c'est possible du coup, mais suivant ta notoriété, ton niveau, ton réseau, en fait, ça peut être plus dur, quoi. Et donc en tout cas, pouvant faire à la fois déclarer des dates en tant que danseur, en tant que musicien, en tant que DJ, en tout cas ça me permet plus facilement de faire ça, alors que je sais qu'aux États-Unis ils n'ont pas du tout ce système-là, du coup, qui considèrent, en fait c'est ça qui est bien avec l'intermittence, que même quand on n'effectue pas de date et de prestations, on est quand même en train de travailler parce qu'on bosse son instrument, parce qu'on bosse sa technique en danse, parce qu'on est en train de chercher du travail et du coup de démarcher des gens. Et donc ça valorise en fait ce temps-là quand même, qui n'est pas du temps sur scène, quoi. Donc voilà. Oui, et puis un temps qu'on a du mal à quantifier, et à imaginer, tout simplement à se mettre à la place d'eux, et ça arrive pas comme ça, quoi. Il faut, pour avoir des cachets, ça se bosse avant, et grâce au boulot effectué, on obtient des cachets. C'est important de le rappeler. Du coup, pour toi, est-ce que tu as eu des influences majeures en tant que danseur au début? Est-ce que tu as des danseurs, danseuses qui t'ont suffisamment ébloui pour que ça devienne une sorte de chouchou, un phare qui te donne une ligne au début, une lumière dans la nuit? Ouais. Et j'ai commencé l'indie il y a 5-6 ans, et en tout cas les danseurs qui étaient très très populaires, en tout cas, et du coup médiatisés à l'époque, c'était toute la
le groupement des Ninjamers et on est beaucoup à être passé en tout cas entre leurs mains et pieds en stage pendant du coup les 2 premières années où je me suis vraiment intéressé à ça et du coup à faire des stages réguliers. Donc ouais, du coup j'ai été pas mal sensible à ça, à cette espèce d'influence montpelliéraine et californienne avec Dax et Sarah. Donc voilà. Après, ça c'était ma première influence. Ensuite, ces réflexions sur la technique, du coup, l'importance du stretch et donc du coup la place du lead et du follow. Moi en tout cas je les ai fait évoluer aussi quoi du coup donc ouais en tout cas j'aurais pas tendance à dire que enfin je suis pas vraiment porté sur la starification et ouais, du coup, t'as pas un doudou genre non. t'as pas un danseur que tu portes un peu au Panthéon et qui non, en fait, il y a plein de gens que je trouve estimables, mais du coup, non, ouais, je suis assez peu porté là-dessus. Mais en fait, je suis content d'être quand même passé par cette école-là, parce que je pense que même si, du coup, il y a des travers justement par rapport à la place du lead et du follow, qui est quand même très déterminée, quoi. Du coup, en fait, on apprend quand même à bien guider à l'arrivée, quoi. Mais c'est bien ouais, de passer à autre chose, et du coup, je trouve ça bien que le mouvement aujourd'hui. Il soit plus sur plus de communication, plus d'empathie, justement, avec le fait que ça switch par exemple beaucoup. Et donc voilà. Mais ouais, c'est plus une. Enfin, je suis content d'évoluer dans ce milieu parce que je trouve que c'est un milieu qui est très. Avec beaucoup de militantisme en fait. Du coup, oui, par exemple, récemment, avec toutes ces questions de vocabulaire, par exemple. Du coup, le fait de plus dire. Garçon-fille, mais du cavalier, coup ou leader-follower, du coup, ça je trouve ça hyper intéressant en fait, du coup d'évoluer dans un milieu pareil, alors que du coup il y a d'autres milieux qui sont beaucoup plus genrés, et je pense par exemple Agnès que tu as du coup interviewé, qui elle est du coup dans le milieu de la bachata et de la kizomba, et c'est beaucoup moins poreux en tout cas au niveau des rôles quoi. Elle avait pas mal de combats à mener de ce côté-là quoi. Ouais. Donc ça c'est intéressant du coup. Donc ouais, et pour revenir sur ta question sur des styles ou des gens, en fait j'ai mis l'eau dans mon vin là-dedans parce que j'ai aussi appris que on a les corps qu'on a et donc c'est des fois difficile en fait de s'identifier à des gens qui n'ont pas le même corps que toi en fait. Et si tu fais 1m50 et que tu prends Peter Strom comme référence, il est grand ça. Quoi le Peter. Hein. C'est ça. Et voilà, et en tout cas moi je trouve que y a plein de gens qui dansent très bien, mais en tout cas il y a peu de gens auxquels en tout cas j'arrive vraiment à m'identifier quoi. Donc du coup ça joue aussi sur le fait que j'essaie de piocher un peu des influences par-ci par-là, mais voilà, j'ai arrêté de binge-watcher, tu vois, des vidéos de telle ou telle personne. Ouais, ouais. Oui, je vois le truc. Voilà, je suis plus là-dedans. Alors Sky, alors je vais faire toutes ces vidéos de 2010 à 2016, c'est parti. Wow, soirée popcorn. Et côté musique côté musique, alors c'est quoi la question précise du coup ? Est-ce que t'as un doudou Des doudous non plus, c'est pareil en fait. C'est compliqué parce que c'est quand même une période musicale qui s'étend sur plus d'un siècle, sur à peu près un siècle quoi. Donc j'ai ces réflexions là quand je DJ et quand je parle avec des DJ sur justement est-ce que c'est vieux donc c'est bien du coup et donc est-ce que c'est récent et donc forcément genre ils n'ont pas l'esprit, je suis assez hostile en fait à ce genre de courant de pensée. Et donc voilà, du coup, non, il y a des musiciens que j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est bien dans chaque type d'instrument, en tout cas. Pour prêcher, en tout cas, plus ma paroisse de tromboniste, en tout cas, il y a un tromboniste, Trummy Young, qui était le tromboniste de Louis Armstrong dans le All-Star, que je trouve très bien. Et il y a un autre tromboniste beaucoup plus actuel, qui vit toujours, là, du coup, qui est très fort, que j'ai découvert justement cette année à la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Charlie Halloran, et qui est vraiment très bon, qui est du coup le mari de Mia Halloran, qui est du coup une danseuse de Balboa. D'accord, ouais. Et donc voilà, donc ça en tout cas c'est vraiment deux noms dans cet instrument du coup que je trouve vraiment très fort. Après ouais, je suis moins sensible par exemple du coup à la trompette. J'aime bien cet instrument, mais en tout cas je suis moins porté sur des trompettistes comme sur des clarinettistes. Et en sax par contre du coup il y a Jerry Mulligan que j'aime beaucoup, qui est un peu le premier saxophone baryton hero du coup
de l'histoire, qui est un peu plus tardif que du swing, qui est plus sur le cool jazz, on va dire, mais du coup qui a vraiment un super son. Et puis après, sinon, Ben Webster, moi j'aime bien aussi, mais bon, tout le monde aime Ben Webster. Donc, Ouais. voilà. Mais ça peut être cool des Et fois, oui. des fois. Et alors justement, on va rentrer dans ce truc-là. Tu as, en tant que DJ, par exemple, un parti pris assez radical qui est de ne pas passer de standard. Mhm. Et pourquoi? Parce que justement ils sont standards, parce qu'ils sont beaucoup trop joués ces morceaux en fait. Il y a moyen de faire une liste assez précise en plus, hein. On a tous là 20 noms en tête là du coup de morceaux qui sont surreprésentés. Je suis pas hyper vieux dans le milieu du swing, mais j'ai quand même l'impression que Sunnyside par exemple, ça fait peut-être 20 ans qu'il est joué en tout cas sur beaucoup d'événements quoi. Par soir, par les groupes. Dans les cours. Et en tout cas moi je suis assez partisan de dire bah en fait ça sert à rien de le repasser, même si j'ai une version qui est chouette, bah ça reste Sunnyside avec la progression d'accord, la progression pardon d'accord qui va avec. Et moi dans mon cas en tout cas bah, ces standards-là, je suis amené à les jouer, et donc en fait le fait de les entendre, ça devient assez pénible en fait, du coup, parce que j'entends la progression d'accords, quand je lance Sunnyside, j'entends Do, Mi, Fet et Fa quoi, et donc voilà, j'ai pas envie de me rajouter ça en fait quand je danse quoi, donc et du coup comment dire, je me dis en tout cas que bon, moi j'ai pas envie de m'infliger ça, mais par rapport du coup au public qui peut être amené à les écouter ça, je pense du coup à tous les danseurs un peu avancés qui eux aussi se sont tapés 15 ans de Sunnyside, du coup ils sont pas forcément ravis de l'entendre. Et on me dit oui mais ça, pour les débutants c'est important. Je fais mais ouais mais en fait du coup, il y a d'autres gens qui continuent de les passer ces morceaux, et les groupes continuent de les jouer, donc ils seront quand même exposés à Sunnyside du coup, pendant les 15 prochaines années de leur carrière de Lindy Hopper. Donc ça sert à rien que je rajoute cette pierre à l'édifice. C'est un répertoire qui est immense, du coup, Et du coup, donc pourquoi continuer à passer ces standards? Ouais, d'accord. Et alors, du coup, tu creuses tes collections, tes répertoires pour aller chercher des pépites oubliées, méconnues. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes, tu approches le truc, ou c'est juste t'écoutes ta zik et puis tu fais ouais, ça, ouais, quoi. Ouais, en fait, quand j'ai commencé, c'est pareil, j'étais... Et puis parce que c'est un effet de mode aussi, je pense, du coup, assez intéressé par, justement, les vieilles choses, du coup, et je pense que c'est intéressant de passer par là. Et donc, ouais, je me suis, du coup, écouté toute la discographie de Erskine Hawkins et machin, et en fait... bah, c'est des sons en fait que je veux pas passer, parce que en fait il y a aussi un paramètre qui est hyper important quand tu dis jet pour moi, c'est outre le plaisir personnel de se dire j'ai exhumé un vieux morceau, je suis le seul à passer, c'est ma version, du coup lui il ne l'aura jamais. Bon, en fait, tout le monde a Shazam, et donc du coup en fait, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est surtout de se dire en fait c'est quoi la dansabilité de mon morceau. Est-ce que vraiment mon morceau est dansable parce qu'il est vieux et parce qu'il a un son qui grince un peu, ou juste il est bien parce que j'entends bien la basse et la batterie quoi. Et donc ce qui fait que ouais, je vais avoir tendance à passer des choses où je suis en tout cas vraiment sensible à la qualité du son quoi. Et tu vois, j'ai eu cette réflexion là et cette discussion là justement avec des DJ à Erang qui eux sont en fait assez partisans justement de la recherche, et je trouve ça vraiment admirable en tout cas du coup le soin et l'attention qu'ils mettent en fait beaucoup de DJ justement au fait de chercher des vieilles choses, et d'avoir justement un peu ce travail d'archiviste du coup, clairement. que je trouve vraiment vraiment admirable. Mais au demeurant c'est des morceaux qui me donnent pas envie de danser, parce que moi tout ce que j'entends c'est chut derrière et des suraigus de clarinette quoi. Et voilà, donc du coup ouais, je m'étais un peu emporté par rapport à quelqu'un qui me disait ouais moi je passe pas de groupes récents parce qu'ils ont pas l'esprit. Bah je suis vraiment pas d'accord, parce que justement les groupes récents, bah justement ils essayent de continuer du coup de jouer s'ils jouent ce répertoire là c'est pas pour le massacrer du coup et jouer bop alors que c'est une grille de swing derrière quoi. Et peut-être que ça va sonner un chouïa plus moderne, mais en fait il y a plein de groupes qui font vraiment qui portent vraiment une attention à jouer le plus proche du style possible. Et en plus de ça, on a la chance d'entendre bien les enregistrements. Exactement. Et donc pour voilà, les cours, par exemple, c'est quand même... c'est ça. D'entrée de jeu, on peut bénéficier des progrès techniques humains et de pas avoir en plus à devoir, dès les débuts de l'apprentissage, à tendre l'oreille à mort et se dire... alors déjà que trouver le 1, c'est compliqué, machin truc et tout. Bon, bah, si on passe un track de Hot Wing Sextet ou Hot Sugar, où c'est ultra propre, Rhythm Gamblers et compagnie, où c'est... Jonathan Stout, tous ces trucs modernes récents,
ça nous aide, ça nous facilite la vie, comme le lave-vaisselle nous aide. Oui, quoi. Mais moi aussi, j'ai souvent des discussions comme ça avec les puristes, et c'est assez compliqué de faire entendre cette voix-là. J'entends la leur et je la respecte et comprends, mais souvent ils n'entendent pas la mienne. Je partage assez ton en tout cas, t'as ton titre de chronique, quoi. Tu peux dire que le swing moderne, c'est un peu le lave-vaisselle du swing, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Ça accroche, ouais. Ouais, t'as des titres qui sont pas mal accrocheurs aussi. Toi. Un Tester où tu nous as glissé un cassoulet dedans. Oui. En fait, d'ailleurs, c'est comme ça que t'as chopé les gens, quoi. Ils se sont dit, on va bouffer, et donc ils sont venus. Peut-être, ouais, du coup. Ou alors, c'était l'idée de me voir jouer de la batterie avec des saucisses, je sais pas, peut-être. Ah oui, très bien, très bien. Mais en tout cas, ouais. avec des haricots, quoi. Voilà. Non, mais le prochain, moi, ce sera Steel Dance Couscous, quoi. Voilà, et hop. Du coup, donc, tes influences musicales. Moi, j'aime bien. T'en as cité un peu. Ouais, j'en ai cité un peu. En fait, on va dire que globalement, je suis très intéressé par la culture de la Nouvelle-Orléans, du coup. J'ai eu la chance. T'y allais alors? Ouais, j'y suis allé, j'y retourne l'année prochaine, du coup. Et du coup, maintenant, je peux un peu comprendre mieux le morceau Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Du coup, maintenant, oui. Ouais, ça se vraiment. Ouais, c'est vraiment chouette. On n'a pas d'équivalent, en fait. C'est assez difficile d'imaginer, en fait. Ça joue tout le temps, alors, c'est ça c'est ça, c'est le quartier français. Ouais. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. En fait, on peut s'imaginer un peu comme si c'était la fête de la musique, tu vois. Du coup, tous les 10 mètres, t'as du son, sauf que tu n'as pas à avoir le son de système de reggae pénible, tu vois, ou le truc d'électro. Et en fait, il y a 4 styles qui sont représentés. Il y a du swing, du rhythm and blues, du funk et du brass band, presque exclusivement. Et voilà, et en fait ça joue dès 11h du matin jusqu'à 2-3 heures, et par des gens qui font que ça, du coup. Donc il y a vraiment, en tout cas, cette dimension de travail, en tout cas qu'on a beaucoup moins en France. Des gens qui font des fois entre 3 et des fois 9 sets par jour, du coup. Et ça tous les jours. Alors que du coup, en Europe, on a une approche qui est beaucoup plus légère, en fait, parce que du coup, quand tu vas aller voir un concert, globalement, tu vas le voir à partir du vendredi et exclusivement le soir. Donc du coup, les moyens, en tout cas en tant que musicien, de se produire, ils sont du coup beaucoup plus limités, quoi. Donc alors que là-bas, du coup, en effet, après, ils ont des systèmes de sécurité qui sont inexistants, contrairement à l'intermittence, mais en tout cas, ils ont ce niveau-là, quoi. Donc moi, en tout cas, je suis assez sensible à cette culture-là et à cette façon-là de jouer aussi, du coup. Du coup, tu y participais en tant que musicien ou en tant que... J'étais touriste, je suis quand même venu avec un instrument. T'as quand même fait des gigs un peu par-ci par-là? C'est assez facile, en tout cas, d'être invité pour une jam, où il y a un groupe qui te voit avec ton instrument et qui fait « Ah bah viens nous joindre à nous », et puis voilà, quoi. Donc non, là après, si j'y retourne, j'aimerais bien justement aller dans une optique où, justement, d'expérimenter un peu ça, de ce que c'est de jouer au moins 3 heures par jour, tous les jours, et de voir l'effet que ça a sur le corps, de justement sentir que... ça devient automatique, quoi. Ouais, ça devient automatique, ça devient fluide, que le corps, en tout cas, suit, qu'on n'a plus de crampes, on n'a plus de mal à la bouche, par exemple, justement, quand on a un instrument avant. Et donc voilà, j'ai vraiment envie d'expérimenter ça, parce que, comme je te dis, en France, en tout cas, et en plus, particulièrement dans le milieu du Lindy Hop, qui est quand même un petit univers, du coup, quand on a un groupe de ce style-là, c'est plus compliqué de jouer, parce que voilà, on est cantonné, en tout cas, à devoir jouer le soir, le week-end, généralement. Et donc voilà, les moyens d'expression, ils sont moindres, quoi. Et... pour revenir un petit peu sur cette dualité old bands, modern bands, est-ce que tu as des groupes modernes que tu kiffes bien, quoi, Ouais, du coup, c'est des groupes de... en fait, moi, je trouve que tous les groupes qui sont programmés en festival aujourd'hui, c'est des très bons groupes, quoi. Donc, tu les as cités, les Songshoters, les Carolina, du coup... moi je trouve que clairement, du coup tout ça joue partout. Et donc en fait c'est des super groupes, quoi. Donc c'est des super groupes, et c'est marrant, c'est parce que du coup je disais ça à mon interlocuteur là qui préférait du coup les vieux sons. Je fais tu danses au taquet sur ces groupes là, t'es très content de les avoir, et en plus tu demandes pas à ce que l'ingé son mette un filtre genre derrière sur la basse et la batterie. T'es très heureux de l'entendre, quoi. Donc non, en fait, moi je trouve que tous les groupes qui jouent aujourd'hui, qui s'investissent dans ce style-là, ils ont beaucoup de mérite, parce qu'en plus c'est pas forcément évident, en tout cas, de jouer pour ce répertoire-là, pour ce public-là, parce que je trouve que c'est un public qui est très exigeant. Et ce qui est normal, parce que justement, il y a une commande, du coup, de la part de l'organisateur, de dire, je veux que tu puisses jouer
2-7, 3-7. Ouais. Je veux que du coup chaque morceau soit très arrangé en plus. Du coup, je veux qu'en plus jouer sur les démos, sur les compétitions. Voilà. Je veux que du coup chaque morceau dure tant de temps aussi. Donc du coup, en tout cas en tant que musicien, des fois ta marge d'expression elle est limitée parce que tu as envie de faire de grilles. En fait, tu peux pas. Il faut que tu en fasses une. Le tempo. Voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de contraintes en tout cas. Et en fait, il y a tous ces groupes-là, s'y plient et le font vraiment, je trouve vraiment très très bien quoi. Donc est-ce que tu crois qu'il y a un peu une sorte de French Touch version, donc on parlait de la French Touch pour l'électro dans les années 90-2000 avec Daft Punk et tout ça, mais est-ce qu'il y aurait une sorte de French Touch pour les groupes swing modernes, parce qu'on commence à en avoir une belle tripotée et qui est reconnue à l'étranger. Ça m'arrive d'aller, enfin la rare fois où je vais à l'étranger pour swinguer, des fois j'entends des gens passer de la musique de groupe français et je me dis oh, putain cool, en fait ça s'exporte partout. Et je sais pas, parce que je pense qu'il y a vraiment des très bons jazz dans tous les pays, en fait, du coup. Je pense que cette French Touch, elle a été très, très mise en avant parce que, justement, il y avait tout ce groupement-là de profs français qui ont été très... qu'on a vu partout, en fait. Du coup, on a vraiment eu des profs qui étaient justement pas mal basés justement à Paris ou Montpellier et qui se sont retrouvés en fait en quelques années à pouvoir bosser en Corée, du coup au Canada et aux États-Unis. Donc et je pense que du coup ils ont fait parler aussi du coup des groupes locaux quoi. Donc ça a pas mal joué quoi. Ils ont aidé à les importer un peu. Je pense ouais. Du coup, et enfin je trouve pas ça mal qu'il y ait du copinage en fait dans ce milieu-là, c'est très bien. Donc, mais je pense que ça a aidé parce que ouais, je suis convaincu qu'en tout cas, on a parmi les groupes qui ont été cités que c'est vraiment des très bons musiciens. Mais je pense qu'en fait, il y a des très bons musiciens qui jouent ce style-là un peu partout, quoi. Donc ouais, je sais pas en fait si vraiment il y a une spécificité française parce que les quelques fois où je suis parti à l'étranger, j'ai vu des groupes locaux ou des États-Unis, je trouvais une qualité vraie équivalente en fait, donc et en fait qui est très haute, donc quoi qu'il en soit. Si on parle de ta casquette prof, est-ce que quand Anna te demande de venir à Toulouse enseigner avec elle, c'est bien ça, la Candela, est-ce que t'avais déjà enseigné un peu avant ou c'était tes premières expériences? Non, c'était vraiment ma première expérience. J'avais donné 2-3 cours particuliers pour des copains à l'époque à Tours du coup, mais non en fait en cours régulier, non c'était ma première fois. Ouais. Et Pépette, pas Pépette? Non, parce que non, pas spécialement. Je suis pas d'un naturel très stressé. Je crois bien que. Non, c'est vrai. Et puis en fait, j'avais déjà d'autres expériences dans la pédagogie en fait avant. Ouais. Donc ouais, j'ai fait de l'éducation à la sexualité pendant quelques temps. Du coup, donc en fait. En milieu scolaire ou? Ouais, on va dire ça. Ouais. Donc en tout cas ouais pour des jeunes. Donc j'avais déjà ça, j'ai fait une partie de mes études justement dans le socio-culturel et justement dans la pédagogie. J'ai bossé justement comme responsable par rapport à de la transmission sur un sujet donné par rapport à l'environnement. Donc bref, en tout cas prendre la parole et transmettre des choses à des gens, c'était une chose qui me posait pas de problème et deux quelque chose que j'aimais beaucoup en fait. Donc sur un sujet en tout cas que je maîtrisais moins parce que ça faisait pas très longtemps que je dansais. Donc, mais en tout cas, non, ça m'inquiétait pas trop. Ouais. Et il se dit beaucoup que commencer à enseigner pour des débutants, par exemple, qui est un faux niveau facile. Hein, on croit tous que c'est un niveau très complexe en fait. Et est-ce que il se dit beaucoup qu'on apprend beaucoup en analysant ce qu'on fait soi-même, réussir à le décortiquer, le déconstruire, le reconstruire et à le redonner aux autres. Est-ce que toi, ça t'a fait un petit peu ce truc-là Et à la fois aussi, est-ce que t'as senti ce truc à partir du moment où on devient prof, les élèves, les apprenants, ils ne nous voient plus de la même manière, quoi. C'est-à-dire, moi, quand ça m'est arrivé, on m'avait prévenu, on m'a dit... Tu vas basculer de l'autre côté et tu verras, on va pas te regarder, te considérer de la même manière et tout ça. Et c'est vrai, je l'ai senti. J'ai mis un peu de temps à le sentir, mais c'est vrai, par 6 moments et tout ça. Ça t'est arrivé aussi, ce truc-là? Alors, en tout cas, pour le premier point dont tu parles, du coup, sur cette rigueur, ouais, ça m'a fait vachement de bien parce que justement,
enfin, j'avais la sensation de faire plein de choses, mais pas forcément comprendre comment je les faisais. Et donc ça m'a fait du bien en tout cas d'avoir ce cadre-là. En plus, du coup, Anna, elle a aussi du coup beaucoup d'expérience dans la danse. Et parce qu'elle a un cursus justement qui est antérieur en tout cas à l'Indie Hop, elle dansait déjà beaucoup de choses avant. Donc du coup, j'ai beaucoup appris à son contact. Du coup, donc c'était bien d'avoir ce cadre-là et cette exigence justement vis-à-vis des élèves. Donc ouais, ça m'a fait vachement de bien. Et justement, par exemple, le fait de regarder des vidéos récap du coup de cours, en fait, on se dit mais en fait je leur ai dit ça et en fait je le fais pas vraiment. Enfin, du coup, ça permet vraiment d'avoir cette prise de conscience-là, cette humilité aussi. Et quant au relationnel avec les élèves après, ben moi après c'est pas un truc que j'ai envie de mettre en place en fait, justement cette distance là. Donc j'ai tendance à toujours inviter mes élèves à boire des coups après, à les inviter à faire la teuf chez moi, quand j'organise des événements en fait, du coup toujours à les impliquer. Donc en fait j'ai vraiment pas envie de, comme je te dis, je suis assez hostile au concept de starification et du coup de me considérer comme quelqu'un d'à part, tu vois, parce que déjà d'une ça va m'isoler et puis du coup je vois vraiment pas l'intérêt. Et puis en fait, je suis juste quelqu'un qui leur donne une information pendant 1 heure de leur vie, et puis en fait c'est tout. Après, je redeviens quelqu'un de normal. Donc j'ai pas du tout envie d'hierarchiser. Mais des fois, même si on le veut pas, il y a quand même ce truc-là. Mais en fait, je le casse tout de suite en fait, ce truc-là quoi. Du coup, si t'as 2-3 recettes, moi des fois je crois que j'ai peut-être du mal un peu à casser ce truc-là. J'aimerais, et j'ai l'impression que ça m'arrive encore. Bon, bref, je vais pas m'allonger sur le divan. Et j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans les quelques éléments qui peuvent peut-être, pour certains, être polémiques sur ta page Monkey Business, que moi je trouvais personnellement hyper intéressant. Ce sont des débats. Alors je me souviens, une des premières. J'ai mis que 2 trucs. Hein, mais ouais, voilà. J'en ai d'autres en stock. Mais t'as pas plein de polémiques possibles. Une des premières, c'était. Ton premier article, c'était à propos de ce sempiternel tempo autour 140 de 140 BPM. Et d'une sorte de syndrome en fait qui se porte là, quoi, qui fait que on se resserre tous, que ce soit DJ, groupe, à peu près autour de cette... et les profs aussi. Hein. Et les profs, hein. On se resserre autour de ce consensus mou du milieu, là, qui contente tout le monde, mais en fait, on vivote autour, et ce qui fait que tout ce qui est un peu plus extrême, plus lent, plus rapide, fait que c'est un peu moins diffusé et un peu plus balayé du bras, quoi. Et c'est comme ça que j'avais compris ton article. Tu continues de le vérifier, ça? Oui, je l'ai vu là ce week-end du coup à l'occasion du GSDF. À partir du moment où on passe le palier des 160 BPM, on perd des fois 1 tiers à 2 tiers de l'influence sur la piste. Et en fait ça me pose pas de soucis, j'ai soldé ce truc là en fait. Avant ça me posait problème, mais je considérais que du coup un bon festival c'était où tout le monde était absolument présent et du coup j'avais le maximum de gens présents sur la piste. En fait, y a des gens qui sont très contents de danser aussi sur du plus rapide, il y a des gens qui sont très contents d'avoir plus de place justement à un moment, il y a des gens qui sont très contents d'expérimenter quelque chose d'autre aussi, du coup avec leurs partenaires, de se dire vas-y on se lance sur un morceau qui est un peu fast et on vit quelque chose d'un peu plus intense à deux quoi. Du coup alors qu'à 140 on a des sensations qui sont différentes et vu que c'est quand même le tempo roi, du coup on a un peu tout le temps la même sensation, donc c'est bien en tout cas d'avoir de vivre clairement, et à jamais aller taper des chansons un peu plus fast, on s'y frotte jamais en fait. Et c'est ça qui fait que les danseurs sont pas aguerris. Moi dans ma scène locale provençale, on a mis des années à avoir des chansons qui piquent un petit peu sur les pistes de danse, parce que il y avait ce syndrome qui était là, quoi. Mais qui est porté par les profs. Moi je sais qu'en tout cas en cours j'ai tendance à passer ce genre de tempo en fait. C'est aussi en tant que prof, moi-même je suis responsable de ce que je dénonce, c'est que je fais assez peu danser mes élèves aussi sur du 180 quoi. Du coup en fait c'est ça qui est amusant, c'est de se dire en fait potentiellement on sait tous marcher, enfin on peut tous faire du groove walk quoi, mais à partir quand on passe le palier des 160 on a l'impression que plein de gens oublient en tout cas qu'ils peuvent simplement marcher et ça fonctionnera très bien en fait, et qu'ils sont pas obligés de faire des triple step ou des kicks hyper intenses du coup pour apprécier le morceau quoi. Donc ouais, des fois il y a des tempos un peu up, les gens font là non je m'évite, je fais métier, on peut juste le danser en marchant, je suis pas obligé de faire des triples et ça peut être cool.
et ça l'est. Donc, d'ailleurs, cette énergie de danse qu'on appelle souvent groove walk, et je me suis rendu compte souvent en l'enseignant en stage, bah, que beaucoup d'apprenants avaient des difficultés sur cette énergie-là, qu'ils avaient que quelques rudiments, qu'ils avaient vu que quelques trucs, quoi. Et c'est assez surprenant, ça. C'est un truc que alors à Toulouse, peut-être pas. La scène, elle est quand même... chaque fois que je vais danser là-bas, ce gros walk, il n'y a aucun problème, ça passe, quoi. Mais en dehors de Toulouse et Montpellier, où le gros walk est quand même bien ancré, en dehors de là, putain, des fois, je fais... presque comme si c'était pratiquement la première fois que là, ouais, ça arrive, ouais. C'est assez étonnant comme sensation. Je sais pas d'où ça vient, parce que j'ai l'impression quand même, à une époque j'ai quand même l'impression que les profs apprennent les 3 énergies, en tout cas les 3 dynamiques, au fur et à mesure de l'année, mais que le triple step est vraiment devenu le chouchou, quoi. Et c'est pas un mal en fait, je trouve que c'est la sensation en tout cas en triple elle est vraiment plaisante, mais juste voilà dire que c'est cool aussi de bosser des triples à 170 et que c'est pas si rapide que ça en fait. Quand tu vois les équipes Savoy Cup et compagnie, ça triple à 240. Je trouve ça en fait, je trouve ça intéressant de... Enfin, tu vois, genre j'ai vu par exemple qu'il y a des finales par exemple de compète qui sont sur... Il y a une finale médium, une finale slow et une finale fast. Et je trouve ça bien en tout cas de dire que tu peux être un bon danseur et que t'es pas forcément un bon danseur ou une bonne danseuse parce que tu sais danser vite. Oui. Donc, alors que je pense que c'était un peu plus le cas auparavant, quoi. Du coup, que par exemple, le solo, des finales de solo, par exemple, c'était forcément sur des tempos qui étaient autour de 220, 230. Ouais. Et donc voilà, on était juste sur tes capacités à pouvoir enchaîner. Et du coup, je trouve ça bien que par exemple, du coup, en solo, il y a justement différentes catégories pour dire, voilà, je peux envoyer en tout cas de l'énergie, mais je peux aussi faire des choses plus rondes, plus souples, du coup, sur des tempos plus lents, et ça marche très bien en fait. Et on peut danser en solo sur autre chose que au-dessus de 200, quoi. Donc ouais, je trouve ça cool en tout cas qu'il y ait cette descente en tout cas qui dans les tempos qui soit survenue. Mais moi tout ce que je reprochais en tout cas c'est de dire dès qu'on passe la barre des 170, tout de suite les gens se découragent, quoi. Donc et en fait c'est pas si rapide que ça. Enfin, il y a vraiment, tout le monde a fait ce travail là, quoi. Les DJ ils ont vraiment tous nivelé vers le bas, et les groupes aussi en fait. Aussi clairement en live donc, aussi. Donc tu vois, des morceaux que genre traditionnellement on pouvait entendre à 230, en fait ils passent à 200, du coup une chute de 30 BPM c'est quand même pas rien, quoi. Donc donc voilà, quoi. Et du coup d'entendre des je sais pas, genre des Buck Fever par exemple, du coup qui sont des tempos assez élevés, à la place de faire pap 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 pap, et de faire pap 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 pap, il y a une énergie qui monte, quoi. Les Shortail ils nous ont fait un Buck Fever au Lindy Shock, mais punaise. Là ils se sont lâchés, il n'y avait pas de problème, ils y sont allés à bloc. C'était un peu leur titre phare l'année dernière déjà, et ils avaient fait une petite publication comme quoi ils allaient le pimper encore plus, et on n'a pas été déçus, quoi. C'était cool. Et puis il y a un autre phénomène aussi, je trouve que c'est si jamais les bands se mettent à faire un semi-fast, un fast, quoi, 200, ça y est, boum, c'est soit la jam, soit tout le monde se met en balbo, quoi. Ou tout le monde se barre. Ou balbo ou se barre, Et c'est chaud, quoi. Mais parce que ça rejoint la dimension physique de l'engagement. Les gens pensent qu'immédiatement ils vont être rincés, quoi, s'ils vont la faire. Ce qui peut être vrai. La plupart du temps, c'est beaucoup plus fatigant d'en faire une à 200 qu'une à 140. Mais il faut qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on veut pas du tout aller se frotter là-haut. Est-ce que c'est vraiment si fatigant que ça? On laisse ça en suspens. Et l'autre article que tu as publié récemment concernait la considération de l'emploi des groupes au sein d'un festival. Tu m'arrêtes si je le dis pas très bien. Comparativement par exemple aux qualités d'accueil des professeurs sur un stage. Un professeur il va être en gros de manière générale aux petits oignons, quoi. Et pourquoi ça pêche encore sur le pas petits oignons des groupes. Le groupe reste un peu la dernière roue du carrosse, alors qu'il est en haut de l'affiche avec les profs. Ce sont les deux composantes majeures. Ça a mis du temps à venir. C'est vrai que les groupes n'étaient pas forcément mis en avant. C'est pas annoncé. Il y a certains événements qui, au contraire,
très longtemps, on capitalisait d'abord sur le nom du groupe. C'était ça qui faisait dire, ils sont pas nombreux ces événements-là, mais mais c'est vrai que c'était toujours, s'il y avait Nick Williams à l'affiche, c'est plutôt ça qui... Aujourd'hui, c'est vrai que ça y est, c'est à peu près à part égale. C'est pas encore partout une considération qui est montée d'un cran, c'est sûr. Mais voilà, et que, je sais pas moi, le profil a le droit à ce que y ait une navette qui vient le chercher à l'aéroport, qui l'amène directement à son Ibis ou à son hôtel, je sais pas quoi. Pouf, après on va l'amener à son petit resto, et puis il va aller faire sa petite démo. Normal, vraiment. Et j'ai bien compris ton poste aussi. Ah tiens, j'ai trouvé. Mais il m'a semblé que ton discours n'était pas sur dire bouh, il faut pas qu'ils aient ça. Non, pas absolument du tout. pas. Ouais. C'était de dire mais soignez vos icos aussi, quoi. C'est ça. Tout simplement. Les soirées sont enfiévrées et sont suaves et swing à mort et tout ça grâce à ces gens-là. Ces gens-là, ils ont le droit à leur cachet qui fait remplir leur frigo, c'est leur métier, c'est leur travail, et aussi à des conditions décentes et non pas vous prenez votre fourgon et puis vous entassez tous à 6, vous mettez le matos, vous vous démerdez, l'autoroute, on verra si on la paye, et puis quand vous arrivez en loge, on vous a préparé un pack de crocs, quoi. Et pourtant, c'est souvent ça. Souvent, après, dans les petits événements. Je tourne pas assez pour avoir quelque chose de très représentatif, du coup, mais on parle avec d'autres groupes, on sait qu'en tout cas, on n'est pas vraiment tous logés à la même enseigne. Comme tu le dis, ça s'est amélioré en tout cas la place du musicien, tu vois. Moi quand j'ai commencé, il y avait très très peu de cours de musicalité, le nom des groupes en effet apparaissait pas sur les affiches, il fallait le trouver dans l'arborescence du site, et quand on regardait la vidéo de récap du coup qui se faisait en live, c'était impossible de savoir quel était le nom du groupe. Ça c'est vrai, c'est rarement nommé. Hein. Donc voilà, ça se développe, il y a des stages sur la musicalité qui se développent, il y a des cours justement, des festivals qui mettent l'accent là-dessus en disant là vous avez le droit avoir un cours en live, là avoir un temps justement d'échange, d'atelier ou de conférence avec un groupe. Maintenant on commence à voir le nom des groupes. Il commence à avoir pareil dans les comportements une sorte de systématisme quand il y a une choré, une compète, de se retourner après vers le groupe du coup de la part des performeurs qui n'existaient pas forcément avant du coup, que je voyais beaucoup moins quoi. Les gens faisaient leur show, ils saluaient, ils s'en allaient quoi du coup. Et là maintenant il y a quand même ce retour avec les applaudissements. Donc voilà, je vois en tout cas qu'il y a des gestes qui se font quoi. Donc et que ça se dégèle. Après il y a c'est comme je te dis, c'est un public qui je pense se rend pas compte en tout cas du coup du travail que ça sous-entend, comme je te disais, par rapport aux critères en tout cas et aux contraintes, tu vois, du style, justement le fait de devoir se plier à ça, et du coup avoir tout ce lot de contraintes et en plus du coup être sur place, avoir une considération qui est différente et que j'ai tendance à juger un peu moindre. C'est un peu frustrant des fois. Donc, mais après, il y a plein d'organisateurs qui je pense, jouent vraiment le jeu, et j'en ai déjà rencontré. Et c'est assez marrant parce que cet article-là, du coup, je suis capable de voir en fait avec l'outil Facebook justement, de savoir qu'il a été très lu et partagé, mais par rapport à d'autres choses que je peux avoir tendance à publier, j'ai eu très très peu, j'ai eu quasiment aucune réaction quoi. Donc du coup je trouve ça assez marrant parce que dès qu'on se met à parler d'argent, forcément les gens sont beaucoup plus timides et frileux quoi. Surtout en France, il paraît que c'est il paraît que l'argent c'est pas un truc qu'on... Donc voilà, du coup j'avais besoin de le sortir cet article-là, et je pense que c'est important du coup d'avoir un point de vue, tu vois, du coup, et donc je me doute bien en tout cas que mon point de vue est complètement discutable. Du coup, j'essaye quand même de mettre à la place de tout le monde parce que je te dis, pour avoir déjà organisé des événements, je sais que c'est cher en fait, du coup, et pour étant justement moi en train de démarcher des associations, des écoles, des groupes, des festivals. Je sais que ça représente un budget en fait, mais ce budget-là, si on le rabat en tout cas au nombre de personnes impliquées par rapport justement à une prestation autre, il est pas super cher en fait. Donc voilà, un couple de profs va fondamentalement à deux généralement être mieux payé en fait. Et comme je dis, je remets pas du tout en cause en tout cas ce montant salarial en fait. Je pense qu'il se vaut en fait du coup, parce que c'est des gens qui bossent la danse depuis 10-15 ans du coup, ou en tout cas qui la bossent beaucoup. C'est pas forcément une question de durée mais une question d'intensité on va dire.
Mais voilà, en fait, il y a beaucoup de musiciens qui, en fait, eux aussi, du coup, jouent depuis 10-15 ans, sont justement capables de fournir 3 sets, ce qui est pas rien, quoi. Et qui n'ont pas cette égale considération, quoi. Alors que, du coup, les deux entités, pour moi, ont une importance équivalente à la réussite d'un festival. Donc voilà, mais évidemment, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur un festival pour se former, et du coup, c'est pour ça qu'on met les profs en premier, et on a l'impression que la considération du social et de la danse vient vraiment après l'aspect formation. Et, bon, à un moment, c'est bien de se former, mais c'est bien de pratiquer, quoi. Et donc, c'est bien de pratiquer avec des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, du coup, il faut des fois un peu mettre le prix et la main à la pâte pour qu'ils se sentent bien, quoi. Donc voilà. J'ai eu la chance de faire un stage à Madrid qui s'appelait la World Jam. Et en fait, en y repensant, j'ai la sensation que c'était un festival qui avait misé sur l'inverse. La sensation, c'était qu'on y allait, on allait assister à des concerts de ouf, et en plus, il y avait des cours. Et non pas l'inverse, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des trucs comme ça, quoi. Non, il y en a très peu, ouais. Donc, et ça, bon, ça fait écho, du coup, à un autre aspect, du coup, qu'on pourra développer plus tard, mais justement sur la valeur des choses, en tout cas, quand on paye un festival, qu'est-ce qu'on paye, en fait, du coup, et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Là, je suis en train de penser à organiser un exchange sur Toulouse avec une équipe d'amis, là. Et on le sait, en fait, qu'organiser quelque chose, c'est compliqué. Et ça coûte cher et qu'il faut, du coup, prévoir des budgets pour énormément de postes de dépenses, quoi. Que ce soit la salle, le parquet, le groupe, la lumière, la déco, la nourriture et tout. Et voilà, moi je suis assez partisan de dire que justement quand on est une association, vraiment c'est pas la même chose quand on est une école, parce que du coup les finalités financières sont pas les mêmes, mais quand on est une asso, je suis assez partisan de dire en fait on annonce le budget en fait au public en disant voilà, ça va nous coûter tout ça, c'est pour ça qu'on vous met ce prix là en face, quoi. Et que vous vous rendez compte que si on vous demande 80 € par exemple pour un party pass, en fait on marche pas vraiment dessus, en fait c'est juste que c'est le coût que ça nous coûte, parce que il faut qu'il y ait tant de personnes, quitte à se dire, à partir du moment où on sait qu'on a tant d'inscrits, en fait, on peut baisser le prix pour tout le monde, par exemple. Du coup, en disant, voilà, nous, on veut juste créer un événement pour que les gens se sentent bien, et voilà, moi, je suis un peu de cette école-là, quoi. Donc, oui, particulièrement avec le régime associatif, voilà. Qui n'est pas là pour c'est très différent pour l'école, parce que la finalité des écoles, c'est quand même, du coup, il y a des salariés, voilà, de vivre de ça, quoi. L'asso, les ressorts sont différents, mais voilà, avec les gens de se rendre compte, du coup, et de savoir combien ça coûte un groupe, et par exemple, ou combien ça coûte des profs. Pas forcément dire tel groupe tout coûte tant, mais ouais, que les gens se rendent compte, parce que je pense que du coup, moi je le vois quand je démarche, et pas forcément des festivals de swing, mais en tout cas d'autres personnes, ou que je me fais démarcher justement pour jouer pour des entités, et quand on leur dit qu'un groupe, c'est à partir de 1000 €, du coup, donc c'est à peu près 200 € par tête, du coup... Voilà, je voulais le repréciser pour les gens, c'est à peu près aux alentours de 200 € pour un intermittent du spectacle, à l'heure actuelle. Ouais, et donc c'est à peu près ça, du coup, donc voilà, on multiplie par le nombre de musiciens, mais bon, du coup, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut varier, parce que, le groupe peut considérer que il a beaucoup travaillé, beaucoup répété, il fait beaucoup d'arrangements, a beaucoup d'expérience, donc évidemment je dis le 200 € c'est à peu près le montant plancher, en fait, quoi. Et que ça peut monter. Les gens sont hallucinés, en fait. Donc, mais ça, je te dis, c'est pas forcément quelque chose qui est inhérent au Lindy Hop, c'est quelque chose qui est plus inhérent de quelque chose de la culture plus large de le musicien, c'est un saltimbanque qui se nourrit d'amour et d'eau fraîche, et il est très heureux avec ça. Exactement. Donc voilà. Ça c'est un truc de mentalité un peu plus large à changer, mais comme quoi, en tout cas la considération du fait que c'est un vrai métier, et que c'est pas forcément un métier si facile que ça, quoi, parce que c'est deux aspects, il faut savoir jouer de la musique et puis il faut savoir se vendre. Tout l'aspect communication, parfois certains se pètent une durite avec tout cet aspect là sur lequel ils sont pas forcément préparés. Mon cher Maka, merci pour tout ça. On se dirige gentiment vers la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour les Padawan danseurs, les Padawan DJ, les Padawan organisateurs, les Padawan musiciens? Tu choisis tous un seul, comme tu veux. Alors pour les Padawan danseurs, moi je vais pas dire grand chose, parce que du coup je suis toujours en train de me former, et voilà, donc bonne continuation à tous ces gens-là, mais voilà, du coup je pense que j'ai pas une énorme légitimité là-dedans. Si je dois peut-être glisser un dernier truc, c'est considérer en tout cas que le Lindy Hop, c'est, je pense, une danse en tout cas avec un potentiel narratif et créatif qui est énorme.
comparé peut-être à d'autres danses. Et donc, du coup, que c'est important, par exemple, si vous êtes dans une démarche de show et de représentation, d'avoir quand même ça à l'esprit et de pas tomber dans ce qui, moi, en tout cas, me semble être un peu un écueil de simplement de la performance technique. Donc voilà, je sais que pareil, je vais aussi pas me faire des amis avec ça, du coup, dans des proches, salut. Mais voilà, en tout cas, je considère que, enfin voilà, c'est quelque chose qui est pas très très exploité en fait, et sans tomber dans quelque chose qui est de l'ordre de la caricature ou du burlesque, on peut vraiment raconter des belles choses en fait. Du coup, et que c'est pas énormément fait. Donc du coup, moi j'aurais plus tendance à mettre l'accent là-dessus. Je mettrai tes quelques vidéos avec Angélique en description pour appuyer ton propos. Par exemple. Du coup, mais bon, après, je peux te filer d'autres choses, hein, on n'est pas de référence. Ou d'autres choses, ouais. Mais voilà, en tout cas, nous, je sais quoi, on est assez partisans de ça, quoi. Ensuite, par rapport aux musiciens, bah voilà, du coup, continuez de faire valoir vos droits. Je pense que du coup, c'est important, mais voilà, de considérer que c'est une musique, en tout cas, qui est vraiment cool et que, enfin, moi, je suis pour ma part très heureux, en tout cas, maintenant d'évoluer dans ce milieu-là et de me dire que j'ai envie d'évoluer longtemps là-dedans, quoi. C'est très enrichissant, l'expérience collective, elle est hyper chouette. Donc voilà, du coup c'est bien qu'il y ait de plus en plus de groupes et de plus en plus de gens qui s'intéressent en tout cas à ce milieu-là. Donc ouais, je suis très heureux à chaque fois de rencontrer de nouveaux musiciens et du coup j'organise ça sur Toulouse, des ateliers justement de pratique, justement pour que les gens puissent se former au code, se former au répertoire. Du coup je suis très partisan de ça, j'organise des jams deux fois par mois justement pour que les gens puissent faire ça. Donc ouais, du coup, c'est continuer là-dedans. Et puis après, pour les camarades DJ, essayez de vous poser la question de la fréquence à laquelle vous passez les morceaux, s'ils sont pas déjà très écoutés, et de vous dire que c'est un répertoire qui est infini, et donc voilà, soyez soucieux de la qualité de ce que vous écoutez, que la basse et la batterie, c'est quand même le moteur principal, je pense, du coup, d'un morceau. Et on le voit en fait quand les gens, genre par exemple, quand un groupe coupe la rythmique pour pas ne faire que justement les soufflants devant par exemple, immédiatement les gens s'arrêtent de danser à deux, ils font du solo, ils se mettent à clapper vers le groupe du coup, alors qu'il suffit que la rythmique reprenne ou qu'il n'y ait que la rythmique et les gens se mettent à danser, donc en fait... ils se perdent des fois. Et donc voilà, du coup soyez attentifs à ça ouais, c'est pas parce que c'est vieux que c'est bien, ça peut être bien, mais bon, voilà, la qualité joue beaucoup, et donc c'est important. Et ouais, pour cette histoire de standard, je pense que ouais, ils sont très joués, et qu'il y a vraiment, en tout cas, beaucoup d'autres morceaux, sur d'autres époques aussi, en plus, ça c'est un autre aspect, mais que, en tout cas, on peut danser le Lindy sur... pas forcément sur que du swing des années 30. Du coup, t'es en train de creuser tout ce qui est rhythm and blues. Ouais, je m'intéresse au rhythm and blues, mais comme je me suis aussi beaucoup intéressé justement au cool jazz et justement à des choses un peu plus années 45, 50, du coup, avec une qualité de son qui est vraiment top. Ouais. Et donc voilà, intéressez-vous à ça aussi, quoi. Du coup, que les trucs de Fletcher Anderson, Erskine Hawkins et Artie Shaw, c'est bien de les avoir en tête, mais c'est pas forcément bien de les passer selon moi, quoi. Donc parce que c'est dur à danser en fait, même si du coup les chorus sont simples en fait, vu que la qualité du son est pas ouf derrière, je préfère entendre en tout cas une bonne grosse basse, mais bon, ça je prêche ma paroisse aussi, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Très bien, merci Maka. Avec plaisir. Blah blah swing.